Mesdames, Messieurs, bonsoir. La problématique de l'eau, pour ne pas dire l'eau potable, mérite à elle seule plus d'une série d'éditoriaux. Nous constatons un paradoxe pour peu qu'on s'intéresse à la question de l'eau dans notre pays. Prenant la mesure du phénomène, l'État s'est donné les moyens, beaucoup de moyens, à l'effet de comprendre le problème. Un schéma directeur de l'eau est échafaudé, des partenaires stratégiques identifiés. On avait jusqu'ici, du moins pour les grandes villes comme N'Djamena, l'eau la moins chère en Afrique au sud du Sahara, alors que le kilowatt de l'électricité était à l'opposé, le plus cher. C'était une péréquation qui ne disait pas son nom, mais elle profitait à nos populations, du moins les habitants des grandes villes. Il faut dire que dans le monde rural, l'hydraulique villageoise a réussi des percées remarquables ces 15 dernières années, mais le pays est immense, forcément des efforts restent à faire. Pour en revenir aux grandes villes, la question de l'eau semble passer pour la quadrature du cercle. La société d'État en charge de la gestion de l'eau s'est affranchie de sa sœur siamoise en charge de l'électricité. Le trésor public mis à contribution, les partenaires sont appelés à la rescousse pour l'assistance technique. Une société des eaux, la Tchadienne des eaux, est née. Les subventions de l'État se chiffrent à des milliards avant la scission des deux sociétés, mais rien à faire. Le liquide vital refuse toujours de sortir des canaux usés et ce qui n'est qu'un souci de dysfonctionnement passe pour être une fatalité, une malédiction. Les responsables en charge de la question se claquemurent dans un silence de cimetière. Ils deviennent du coup autistes et inaccessibles, alors que les foyers à N'Djamena reçoivent un jour sur 4 l'électricité, ce qui est un progrès, une performance comparée à un passé récent. L'eau manque cruellement. Le réseau sur l'ensemble du périmètre urbain est vétuste, pas un seul signe de rénovation en vue, ni à l'horizon, et pourtant la réhabilitation s'impose comme une nécessité de santé publique. Il est inconcevable que l'État investisse dans la santé pendant que les populations, faute d'eau potable, sont contraintes à la consommation de l'eau impropre et donc potentiellement prédisposées aux maladies hydriques. On assisterait à ce moment au supplice des tonneaux des Danaïdes. Comme pour les villes secondaires, il nous faut peut-être libéraliser le secteur et construire pour chaque quartier de la ville de N'Djamena 1, 2, voire 3 châteaux autonomes qui seront gérés par les habitants, sinon un privé. Un retour en arrière, diraient certains, mais la piste n'a rien de saugrenu. Si les villes secondaires dotées de châteaux d'eau s'en sortent, il n'y a aucun mal à dupliquer, ne serait-ce que provisoirement, la solution, le temps de contourner ces gouffres à sous que sont devenues les sociétés d'État à caractère commercial. Des sociétés qui n'ont de commercial que le caractère juridique, pour le reste, une gestion des plus scabreuse, un état d'esprit des agents des plus rétrogrades, la notion de clientèle totalement à l'antipode de ce qu'il doit être, le tout avec une stratégie de recouvrement et de communication des plus inopérantes. Il me semble qu'on peut se passer de tout, sauf de l'eau, vivement, lundi prochain. Le Niger et le Tchad sont deux pays liés par l'histoire et la géographie. Ils appartiennent à plusieurs organisations sous-régionales et entretiennent d'excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération de haut niveau. Les deux chefs d'État, Mahamadou Issoufou et Idriss Déby Itno, ont une convergence de vues sur plusieurs dossiers de la sous-région, notamment la sauvegarde du patrimoine commun qu'est le lac Tchad et la lutte contre l'insécurité transfrontalière. C'est pour échanger sur ces sujets et renforcer davantage les relations de coopération qui existent entre son pays et le Tchad que le président nigérien Mahamadou Issoufou a mis à profit son escale technique pour s'entretenir avec le premier ministre Emmanuel Nadingar. Au cours de leur entretien au Salon d'honneur, le président nigérien et le chef de gouvernement ont échangé sur le renforcement des liens de coopération exemplaires qui datent depuis plusieurs décennies. Ils ont également abordé d'autres grands dossiers de l'heure. Le chef de l'État nigérien rentre d'une visite d'amitié et de travail effectuée du 10 au 14 mai 2012 à Riyad et à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite. Après l'entretien, le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, a été raccompagné par le Premier ministre Emmanuel Nadingar au pied de l'avion pour Niamey.
Le cœur de la bonne samaritaine a encore parlé. Fidèle à son engagement, la première dame Inda Déby Itno rend visite pour la 10e fois en moins de 3 mois aux malades victimes de fistules. Elle est accompagnée du ministre de la Santé publique et du représentant de l'UNFPA au Tchad. Une action qui a le mérite de soulager moralement le fistuleuse. La marraine de la Carman et des victimes de fistules a visité 35 malades. À chaque fois, Inda Déby Itno a marqué un arrêt de quelques minutes pour s'enquérir de l'état de santé de chacune d'elles. Des échanges complices entre les victimes de fistules et leurs marraines. Une marque de solidarité appréciée par le malade qui salue l'humanisme de la première dame. J'ai fait l'opération une fois à l'hôpital Liberté. On m'a amené encore à BC. J'ai fait une opération. On m'a amené ici. Ça, c'est pour la 2e fois que j'ai fait l'opération. Je ne sais pas ce qu'il arrive, mais maintenant ça va mieux. Je remercie les docteurs, avec son enfant et première dame Inda Déby. Merci. Eldima, aujourd'hui âgée de 16 ans, a été mariée à l'âge de 14 ans. Elle contractera la fistule dès sa première grossesse. Les complications s'en sont suivies. Elle sera traitée dans le centre. Je suis pratiquement guérie grâce au traitement que j'ai reçu. Je remercie le médecin qui m'ont traité la première dame pour son encouragement et son soutien permanent, explique-t-elle. Si Eldima a contracté la fistule par le biais du mariage précoce, une gangrène qui perdure, la petite Aïcha, 7 ans, est victime de la maladie par une malformation neurologique. Ses parents l'amènent au centre pour y subir une opération. Les médecins estiment qu'elle sera traitée sans aucune difficulté. Selon les malades, c'est à la suite de leur premier accouchement qu'elles ont contracté la fistule. Ensuite, elles seront tout simplement abandonnées par leur mari. Une situation qui interpelle la conscience. Il faut une grande mobilisation contre cette pratique. Aujourd'hui, on peut soigner la fistule et les parents, dans le sens large du terme, doivent rester solidaires vis-à-vis des fistuleuses. Car, dans la plupart des cas, ils sont le premier responsable de l'état de leurs enfants qui sont victimes de la maladie, conséquence du mariage précoce. Certes, je suis venue pour la 2e fois dans ce centre et puis peut-être je serai là en juin. Exactement. Pour une 3e fois et en septembre encore. Parce qu'il y aura d'autres caravanes, d'autres interventions. Puisqu'il y a quelques-unes de nos sœurs qui sont à l'intérieur et puis qui ne sont pas totalement guéries. Et puis je profite aussi de votre micro vraiment pour lancer un appel à toutes mes sœurs et puis tous mes frères, disons, ceux qui abandonnent leurs épouses, d'amener les femmes à partir d'aujourd'hui afin qu'elles puissent être assistées et puis accoucher à l'hôpital. Je pense que c'est une priorité et c'est ce combat qu'on doit le mener ensemble avec la presse. Vous l'avez remarqué sur les 33 femmes, à part une qui est née avec cette malformation, toutes les 31 femmes qui sont restantes, en fait, c'est dû à l'accouchement. Ça veut dire qu'elles ne sont pas assistées et c'est des femmes qui viennent vraiment du fin fond du pays, des villages, parce qu'elles ne sont pas assistées et puis elles accouchent à la maison. Donc je pense qu'on pourra ensemble lutter contre ce fléau, mener une très grande campagne et aussi plaider au niveau de nos partenaires. Tout à l'heure, je disais au ministre et puis aux représentants de FINIA, en fait, dans la sous-région Afrique centrale, c'est le seul centre qui est créé spécialement pour les fistules. Dans les autres pays, c'est vrai qu'il existe des unités au sein des maternités. Mais j'ai demandé pour que ce centre puisse être érigé en un centre sous-régional. Parce que c'est le seul. Il nous faut certes des médecins et puis des gens qui puissent intervenir à tout moment. Peut-être ça, on verra avec le ministère et avec le FINIA comment on peut faire pour former des gens spécialement dans ce domaine. Et ce centre sera érigé en un centre sous-régional où on peut accueillir vraiment toutes les femmes de la sous-région. Ils viennent de 22 pays africains et d'ailleurs, ils sont chercheurs agricoles ou autres experts de l'agriculture et de l'environnement. Durant une semaine, ils vont partager les résultats de leurs travaux et discuter de la lourde et vaste question des changements climatiques. La rencontre est une initiative du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF.
Le président du conseil d'administration de cette institution, professeur Youssouf Aboubakar, souligne que le thème central suggère la recherche d'idées et de technologies afin de renforcer les moyens d'adaptation des populations rurales pauvres au changement et à la variabilité climatique. Les chercheurs pourront également débattre d'autres sous-thèmes relatifs aux 4 domaines d'intervention du CORAF. Il s'agit du développement des technologies et des innovations appropriées, de l'élaboration des options stratégiques de prise de décision pour les politiques, les institutions ainsi que les marchés, du renforcement de la coordination du partenariat entre les acteurs clés et enfin de l'utilisation efficiente des connaissances. Pour le directeur général de l'ITRAD, Ibet Othman Issa, il s'agit en fait de démontrer comment la science et la recherche peuvent proposer de véritables solutions aux problèmes des agriculteurs. Les stands dressés dans la cour viennent compléter les débats et du côté du ministère de l'Agriculture, on attend beaucoup de cette 3e semaine scientifique agricole. Toutes les connaissances qui ont été générées avec les débats et les discussions relatives au changement climatique vont nous être d'une très grande utilité parce que nous avons le problème de l'eau qui se pose et avec ce changement climatique, nous devons apprendre à vivre avec les difficultés liées à l'eau. Moi, je veux savoir comment est-ce que je dois aller régler le problème de l'eau ça et là, soit si c'est l'eau de surface ou bien l'eau souterraine. Et à cela s'ajoute le fait que y a-t-il des variétés améliorées, y a-t-il des méthodes plus scientifiques qui vont nous permettre de jumeler la présence de l'eau avec les intrants et ainsi de suite. La 3e semaine scientifique agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ambitionne permettre un réel brassage entre les chercheurs, les étudiants et les agriculteurs. Les tout premiers directeurs des stations régionales de l'Office national de radiodiffusion et télévision du Tchad sont installés à leur poste par le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaïla. Il s'agit de la directrice de l'ONRTV du Mayo-Kébi Est, Khadija Derib, du directeur de la station régionale du Mayo-Kébi Ouest, Mbaye Sane Raphaël, et de celui de la Tandilé Est, Ibrahim Bomi Touwo. Ces représentants de l'ONRTV des régions prennent ainsi fonction quelques jours après la formation qu'ils ont reçue sur l'exécution de leurs tâches. Formation qui a trait au respect de la ligne éditoriale, l'administration, la gestion du personnel et le respect du cahier de charges. Selon le directeur général adjoint de l'ONRTV, les directeurs des stations régionales sont tous des cadres rompus et expérimentés de l'office. Toutefois, la mission des directeurs des stations régionales est collective. C'est pourquoi Ahmad Makaïla a demandé aux autorités locales de les accompagner dans cette noble mission. Pour le directeur général adjoint de l'ONRTV, les structures régionales de l'ONRTV jouent un rôle capital dans la conscientisation des citoyens. Ces structures ont entre autres missions de rapprocher les Tchadiens de façon à construire dans l'harmonie et la cohésion le pays.